secondaires in utero et donc avec des distributions métamériques qui peuvent toucher un certain nombre de nerfs, mais donc également les yeux. Euh, on a ici la description de toutes les lésions. Comment on va faire? Est-ce qu'on peut faire une vaccination chez les femmes enceintes? Est-ce qu'on peut faire une prophylaxie pré-exposition? Oui, c'est quelque chose qui peut être encouragé, mais c'est assez rare maintenant que on ait des femmes non immunisées. Maintenant, on voit chaque année, là, ça va commencer bientôt au printemps et à l'automne. Et c'est un peu le même truc que le parvovirus, mais également la rubéole avant. Au printemps et à l'automne, des petites épidémies. Euh, Est-ce qu'on peut faire une thérapeutique post-exposition pour diminuer la fréquence et la gravité de l'infection et pour diminuer le passage transplacentaire et la gravité de l'infection? Eh bien, ça n'est que chez les patients immunodéprimés et dans des conditions particulières qu'on va pouvoir faire des gamma-globulines spécifiques d'origine humaine disponibles à la pharmacie centrale des hôpitaux sur autorisation temporaire d'utilisation. Autrement, le Zélitrex est un produit vraiment magique et c'est un très bon anti-VZV. C'est pas un très bon anti-CMV, mais c'est un très bon anti-VZV pour le virus de la varicelle. Alors, est-ce qu'il faut faire systématiquement une amyosynthèse après une varicelle maternelle? Il n'y a pas de consensus. La majorité des équipes font surveillance éco-seule. Si je me retrouve devant une femme qui me dit non, non, moi je veux savoir si mon enfant est infecté, je vais lui faire une amyosynthèse, mais surtout je vais lui faire des échos néonatales euh, orientés. Et ça, c'est le plan de coupe de l'abdomen que j'avais trouvé il y a une vingtaine d'années chez une maman qui voulait pas d'amniosynthèse, mais qui était arrivée avec un fœtus avec un retard de croissance intra-utérin majeur et vous voyez des calcifications hépatiques multiples. Hypotrophie, calcification, hydrocéphalie, microcéphalie, les anomalies de membres à disposition métamérique, microphthalmie. Attention aux atteintes ophtalmologiques parfois isolées, révélation postnatale. Alors, si je vous dis qu'il y a 7% de contamination materno-fétale, c'est parce que j'ai fait une série là-dessus. On avait entre 6 et 7% sur euh, une cinquantaine de diagnostics prénatales de varicelle congénitale par amniosynthèse. Si c'est négatif, eh ben, on poursuit la grossesse. Bien évidemment, si c'est positif, on va renforcer la surveillance d'une manière importante. Ce cas que j'avais eu il y a quelques années, une infection maternelle à 17 semaines, on avait fait une amniosynthèse vers 23 semaines d'aménorrhée. L'enfant était infecté par le virus. Il avait un cerveau normal. Il avait euh, une hypersénicogénicité intestinale transitoire, une IRM cérébrale normale. On n'avait pas donné de traitement. Peut-être que maintenant on donnerait chez un fœtus infecté de manière systématique 3 grammes de Zélitrex parce que ça peut éviter ce genre de choses. Et vous voyez à la naissance des lésions cutanées à distribution métamérique qui avaient parfaitement régressé sous Zélitrex avec un aspect cicatriciel qui persistait, mais voilà, pas d'autres anomalies. Quand j'avais fait cette série, j'avais eu 20 fœtus infectés et évidemment, c'est toujours difficile de refuser à une maman qui a un fœtus infecté une interruption médicale de grossesse. Maintenant, je pense qu'il n'y aurait pas ces 6 IMG à écho normal parce qu'on a plus de recul sur tout ça. Ce sont des séries d'avant 2000. Toujours est-il que il faut garder à l'esprit que peut y avoir des micro-ophtalmies
postnatal, Claude Bernard Horner postnatal, 4 zonas dans la première année de vie. Donc, on ne peut pas euh, banaliser la varicelle périgravidique. Voilà, il est 11h29. Je crois que Madame Baye-Buisson commence à 11h30 et ça nous laisse une minute pour des questions. Terrible moment de solitude. Non, merci beaucoup, c'était clair. Alors, vous allez avoir ces deux fichiers à disposition et bien sûr, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur aussi bien la toxoplasmose que les anomalies virales. J'arrête le partage. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage pour la Merci. suite. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Recording stopped. Bonjour. Alors, Bonjour. Recording in Bonjour. progress. Bonjour. donc, Bonjour. je suis Nadia Bailly. Je suis neuropédiatre. Et donc, c'est bien à moi, c'est bon heure hein, maintenant, hein. Donc, on va parler de corps calleux, si Tout vous à êtes fait. d'accord. OK. Je vais juste sortir, partager mon écran, sortir ma présentation qui est là. Et puis, on va donc hop, partager. Hop, le voilà. Hop, je le mets en plein écran. Vous me dites si vous voyez. On te voit, mais en mode présentateur. D'accord. J'aimerais bien que ce soit pas en mode présentateur. Arrêtez. D'accord. Je reprends. Hop. Je veux le mettre en mode plein diaporama. Hop. Allez. Lire depuis le début. Vous voyez toujours en mode présentateur? Oui? Non? Oui. Oui, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours en mode présentateur ou... oui, c'est ça, tout à fait. C'est toujours en mode présentateur. Oui. Allez, 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 comment je vais faire? Bon, ben, on va faire différemment. Je pense que c'est au niveau du partage, au lieu de mettre partager mon écran, peut-être mettre autre chose s'il y a la possibilité. Fenêtre, donc là j'ai partagé tout mon desktop. On va faire ça. Hop, partager. Et puis là, je me mets en mode. Et là, C'est toujours en mode présentateur. au secours. Partager, disposition. Vous avez deux écrans ou pas? J'en ai trois. Peut-être tenter basculer entre les affichages parce que peut-être que c'est là en haut de votre écran, vous avez basculé, arrêté, Ah oui, j'ai. conseil. Voilà, là c'est parfait pour nous. Ah bah c'est. Ok, super. Ah oui, c'est ça. Oui, ok, d'accord, ça marche. Ok, ça roule. Ok. Donc, dans la prochaine demi-heure, je vais donc essayer de vous parler un peu d'anomalies du corps calleux. Donc, moi, je suis neuropédiatre. Mon rôle, moi, dans le conseil prénatal, c'est d'arriver, une fois que vous avez fait le diagnostic, en tout cas que les obstétriciens, les sages-femmes, les radiologues ont fait le diagnostic d'anomalie du corps calleux. Ils voient les couples et puis eh ben, la question, c'est qu'est-ce que ça va donner sur l'enfant pour que les couples prennent la bonne décision. Et donc, c'est là que j'arrive, moi. J'arrive pour leur expliquer à quoi ça correspond chez un enfant. Donc, juste pour qu'on soit bien d'accord sur des éléments d'anatomie, le corps calleux, quand on l'explique au couple, c'est le pont entre le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est un peu l'autoroute de l'information.
entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et en fait, dans ces autoroutes, on en a cinq, le corps calleux étant la plus grosse des commissures. Mais il y a d'autres commissures qui font un peu le job, qui sont le trigone, le cingulum, la commissure antérieure et la commissure hippocampique. Et donc, toutes ces commissures, elles ont comme rôle de faire des ponts et donc de faciliter la circulation d'informations dans le cerveau pour que justement, on aille relativement vite quand on a une information qui est visuelle et qui va transformer en ordre moteur ou auditif qui va se transformer en ordre moteur. L'idée, c'est que chaque zone du cerveau est en connexion avec l'autre côté le plus rapidement possible pour avoir une action qui est adaptée. Sur le plan anatomique, le corps calleux, vous voyez, c'est une sorte je ne sais pas comment dire en fait, hein, c'est une sorte de pont, on va dire, hein. Là, vous êtes sur une photo d'avant en arrière. Avant, donc, c'est le lobe frontal, arrière, c'est le lobe occipital. Et vous voyez, cette structure de substance blanche, elle va de la commissure antérieure avec une partie qui s'appelle le rostrum, qui rebique en fait, le genou du corps calleux, donc qui est bien antérieur, une partie qu'on appelle le tronc ou le corps, qui est donc du coup toute cette partie du corps calleux qui va jusqu'au splénium, qui est la partie postérieure, qui est le bourrelet, qui interconnecte les deux lobes occipitaux. Et donc, c'est important de connaître cette anatomie parce que dans certains cas, on a une anomalie partielle du corps calleux avec, par exemple, pas de splénium, donc pour la partie postérieure, ou parfois pas de rostrum dans la partie antérieure. Globalement, le corps calleux, c'est une structure qui se développe au cours de la vie fœtale, bien après la formation du cortex, parce que vous voyez, ça commence à partir de la 12e semaine de gestation, et c'est donc les premières fibres qui vont passer du cerveau droit au cerveau gauche, avec un développement qui est d'abord dans la partie frontale, la partie antérieure vers la 14e, 15e semaine d'aménorrhée, et puis la partie postérieure, c'est vers la 12e, 19e semaine d'aménorrhée. Tout ça pour dire que on ne peut pas faire un diagnostic très très précoce d'anomalie du corps calleux et en général, on fait un diagnostic d'anomalie du corps calleux au deuxième trimestre. Et le corps calleux, c'est une structure qui va se développer pendant toute la vie fœtale et toute la vie postnatale avec un process qui va continuer jusqu'aux 2 ans à la fin de la myélinisation. Donc, s'il y a différentes parties du corps calleux, c'est parce qu'en fait, ces différentes parties, elles font connecter différentes parties du cerveau. Et donc, comme je vous l'ai dit, la partie antérieure, qui est donc le rostrum et le genou, c'est une partie du corps calleux qui va faire connecter les régions très frontales, très antérieures de notre cerveau, alors que le corps du corps calleux va permettre la connexion entre les cortex prémoteurs et l'aire motrice supplémentaire. Et plus on va vers la partie postérieure, plus on a les régions bioccipitales qui vont être connectées. Et donc ça, on appelle ça une somatotopie. En gros, il y a des territoires dans le corps calleux. Et donc, si vous avez une anomalie de la partie postérieure du corps calleux, vous aurez plutôt un problème de connexion entre les deux lobes occipitaux. Alors que si vous avez une anomalie plutôt antérieure du corps calleux, typiquement une absence de rostrum ou une absence de genou, vous aurez plutôt un défaut de connexion entre les lobes frontaux. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut faire partie de l'information qu'on va donner aux familles sur quelle partie manque et donc du coup quelles conséquences on pourrait avoir chez le fœtus. Alors, si on va dans le dur, maintenant, donc là je vous ai fait un peu d'anatomie. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que en pathologie? Alors, les malformations du corps calleux, c'est des malformations qui sont relativement fréquentes. Vous voyez, si on prend toutes les anomalies du corps calleux, eh ben, c'est 1 sur 4000 naissances. Et puis, si on prend les choses différemment, c'est-à-dire nous en neuropédiatrie, quand on a un enfant qui a un déficit intellectuel, on voit une agénésie du corps calleux chez 3 à 5% des patients. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aussi que quand on a une anomalie du corps calleux, l'expression clinique, elle est éminemment variable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un pronostic avec juste votre enfant a une anomalie du corps calleux et donc du coup, il va aller très mal ou il va aller très bien.
C'est pas comme une licencéphalie ou pas comme une autre malformation où on voit la malformation et on sait déjà le pronostic. On n'a pas besoin d'avoir d'éléments génétiques, on n'a pas besoin d'avoir d'éléments sur le développement, le développement du reste du cerveau. Pour le corps calleux, avec juste l'anomalie du corps calleux, eh ben, on est bien embêté pour donner une information pronostique. On a besoin de beaucoup d'informations supplémentaires. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que quand on a une malformation du corps calleux, on peut avoir des enfants parfaitement normaux ou on peut avoir des enfants très profondément encéphalopathes. D'où l'intérêt de faire des explorations complémentaires. Alors, avant de parler des explorations complémentaires, malformation du corps calleux, c'est beaucoup de choses. Ça va, c'est avant tout la génésie complète du corps calleux, c'est-à-dire une absence totale de corps calleux, il n'y a pas, aucune fibre ne traverse. On a donc ça c'est la première entité. La deuxième entité, c'est ce qu'on va appeler une hypogénésie ou une agénésie partielle du corps calleux, où il peut manquer soit un petit bout dans la partie antérieure, comme je vous ai dit, ça peut être il peut manquer un rostre, il peut manquer un splénium, il peut y avoir un genou qui est plus petit. Donc une hypogénésie, c'est une agénésie partielle du corps calleux. On peut aussi avoir une hypoplasie du corps calleux, et là, c'est le corps calleux qui est entier, mais qui est plus fin que d'habitude. Non, je ne vais rien changer. Là, il y a quelqu'un qui a un micro qui est ouvert. Je peux faire quelque chose pour lui? Et puis, on a une autre partie qui est... attendez, j'ai juste... Hop. Ah oui. Une autre partie qui est donc le corps calleux qui est dysmorphique, qui peut être anormalement épais, anormalement avec une drôle de tête, donc on appelle ça dysmorphique. Et puis, on a toutes les parties des agénésies du corps calleux qui sont dites secondaires ou associées, associées à des malformations cérébrales en long, en large et en travers. Et ça, c'est nécessaire d'avoir cette information pour pouvoir donner un pronostic. Alors, je vous montre quelques images, par exemple. Ici, on a une agénésie partielle du corps calleux, où vous voyez très clairement avec la flèche, il manque le rostrum, donc la partie antérieure du corps calleux. Les deux lobes frontaux ne se connectent pas correctement. Et puis, il est anormalement fin, ce corps calleux. Donc là, on est face à une forme d'anomalie du corps calleux. Évidemment, après, il faut faire le reste du bilan, mais on en parlera plus tard. Ici, vous avez un corps calleux qu'on va appeler dysmorphique. Vous voyez, une sorte de forme en chapeau de gendarme, avec une forme convexe qui n'a pas du tout lieu d'être. Et donc là aussi, corps calleux qui est dit dysmorphique, et là, qui donc du coup va inviter à chercher une cause, et donc du coup, rechercher faire un bilan. Donc là, vous voyez, là, on rentre déjà, vous voyez, vous êtes à la phase du dépistage, on vous adresse au CPDPN un problème de corps calleux. La première tâche du CPDPN, ça va être dire de confirmer le diagnostic, c'est-à-dire de dire, OK, c'est bien une anomalie du corps calleux, et quel type d'anomalie du corps calleux? Donc ça veut dire quoi? On sait que le corps calleux est complet à partir de 22 semaines d'aménorrhée. Donc, ce qu'on va demander, c'est que quand une patiente rentre pour une anomalie du corps calleux, eh ben, on va déjà confirmer le diagnostic à partir de 22 semaines d'aménorrhée et puis chercher les anomalies associées. Anomalies associées qui vont d'abord être des anomalies du cerveau associées, c'est-à-dire anomalie de la fosse postérieure, kyste de la fosse postérieure, anomalie cérébelleuse, anomalie du tronc cérébral. Et puis, on va aussi rechercher les anomalies qui sont sustentorielles, c'est-à-dire une anomalie de la giration, une polymicrogérie, une lysencéphalie, des hétérotopies, enfin, toutes sortes d'anomalies cérébrales qui pourraient être associées à cette anomalie du corps calleux et qui vont être déterminantes dans l'information qu'on va donner aux familles. C'est pas du tout la même chose de dire à une famille, votre enfant a une anomalie isolée du corps calleux ou une anomalie associées à des anomalies cérébrales. De façon très claire, quand il y a des anomalies associées, vous êtes sûr à 99% que l'enfant va avoir un handicap sévère, qui va être soit un trouble moteur, soit un trouble moteur avec des troubles cognitifs, troubles du spectre autistique et éventuellement épilepsie. Donc quand il y a des anomalies associées, en général, le pronostic n'est pas bon du tout. En revanche, quand il y a des anomalies isolées, là, tout est ouvert. Donc, première chose, ça va être de confirmer, et ça c'est votre job, de confirmer
l'anomalie du corps calleux, avec donc des signes indirects que vous connaissez très bien, qui sont l'absence de septum pellucidum, donc la sorte de membrane entre interhémisphérique qui a disparu, et puis des signes indirects qui sont la colpocéphalie, des ventricules latéraux qui sont parallèles, et l'ascension du troisième ventricule. Donc ces signes sont les signes alors voilà qu'on peut voir ici, vous voyez des signes donc pardon et donc ces signes-là sont aussi associés à des signes directs qui sont plus difficiles à voir, vous voyez, quand on demande eh ben, il est où le corps calleux, eh ben, c'est extrêmement difficile de le voir parce que en fait finalement le corps calleux n'est pas myélisé, donc on fait plutôt le diagnostic avec des signes indirects qui sont la colpocéphalie et l'ascension du troisième ventricule plutôt qu'avec des signes directs. Voilà ces signes indirects. Vous voyez ici le témoin sur la droite, où vous voyez très clairement l'écartement normal des ventricules latéraux et le troisième ventricule. Et là, ce que vous observez sur la partie gauche, vous voyez ce qu'on appelle les cornes de taureau, avec les cornes des ventricules latéraux qui sont très élargies et qui sont convexes, une forme tout à fait anormale et qui est un des signes indirects de l'anomalie du corps calleux. Voilà qu'on appelle la colpocéphalie. La colpocéphalie, vous voyez, c'est ces ventricules qui ont des formes de gouttes en fait. Et donc très dilatés en postérieur et surtout en forme de gouttes parce qu'il manque le squelette qui est donc ce corps calleux. Alors là, une fois que vous avez fait votre diagnostic, eh ben, on va passer donc à l'étape suivante qui est est-ce que l'anomalie est partielle ou complète? Et là, vous voyez ce que c'est, donc une anomalie partielle, comme on a vu tout à l'heure, hein. Absence de rostrum, splénium petit, genou petit. Tout ça, c'est le corps calleux est présent, mais il en manque un bout. Et donc, du coup, on parle d'agénésie partielle du corps calleux. Malformations associées. Vous pouvez avoir toutes sortes de malformations associées. Vous voyez ici un enfant, donc là c'est du postnatal, une anomalie du corps calleux, il n'y a pas de pont entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Par contre, sur le cerveau, le cerveau gauche, donc, qui est à droite sur votre figure, vous avez un trouble de la giration majeur avec ce qu'on appelle une polymicrogérie frontale gauche. Excusez-moi, Oui. dans ces anomalies partielles, je reviens à la précédente, c'est possible d'annoncer un pronostic clair ou pas dans ces Pas cas-là? encore. Alors, on va en parler après. D'accord, ok. Pour l'instant, on est dans les images et après, on va faire un bilan. Donc, une fois qu'on et par contre là-dessus, par contre là sur la polymicrogérie frontale, donc elle est écrite, en fait elle est gauche, on est bien d'accord. Là, on peut annoncer un pronostic clair, c'est-à-dire que là, cet enfant aura au minimum une hémiplégie droite, au minimum une épilepsie, si ce n'est un déficit intellectuel. Donc là, on a déjà sur les images la capacité de donner un pronostic, même sans examen génétique. Ici, c'est pareil, vous voyez, ici, c'est une polymicrogérie frontale qu'on voit là, avec en plus une microcéphalie, une hypoplasie cérébelleuse que vous voyez ici sur la coupe, sur la coupe sagittale. Et là, pas besoin de faire d'examen génétique, vous savez déjà que cet enfant a un risque de polyhandicap qui est quasiment certain. Il conjugue à la fois la microcéphalie, l'anomalie du cervelet, l'anomalie du corps calleux, la polymicrogérie. Il a tout pour avoir un polyhandicap certain. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc votre patiente est donc rentrée au CPDPN et donc la question qui va se poser, c'est donc maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'on va dire à cette patiente? Et donc, quelle information on va donner pour que pour le couple prenne la bonne décision? Alors, depuis une dizaine d'années, les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué, et en particulier grâce à l'IRM fœtal, mais on vient de le voir, mais surtout grâce au diagnostic génétique. Et donc, en fait, l'anomalie du corps calleux est une claire indication à aller rechercher une anomalie génétique associée, avec donc une amniosynthèse, une consultation génétique, avec un séquençage de l'exome, au minimum une ACPA pour rechercher un remaniement chromosomique, et au minimum également un séquençage de l'exome
pour rechercher une anomalie de bon ou de mauvais pronostic. Et finalement, nous, neuropédiatres, quand on voit ces couples, on les voit avec l'information de l'imagerie écho, l'imagerie IRM qui nous permet de dire c'est une anomalie isolée ou associée du corps calleux, et les éléments génétiques, ACPA et séquençage de l'exome, nous permettant de dire, voilà, en gros, s'il n'y a rien, on va donc face à une anomalie qui est dite isolée du corps calleux. Si toutefois il y a autre chose, le conseil qu'on va donner à ces couples, c'est pas un conseil d'anomalie du corps calleux, ça va être un conseil d'une anomalie génétique. Donc ça va être complètement différent. Vous avez, je ne sais pas, une mutation ZEB, je ne sais pas quoi. Vous n'allez pas voir le couple en disant, Madame, Monsieur, votre enfant a une anomalie du corps calleux. Vous allez dire, votre enfant a une mutation dans le gène ZEB, je ne sais pas quoi. Et donc, je vais vous donner le pronostic de la maladie avec l'anomalie génétique. Je ne vous donne pas le pronostic de l'anomalie du corps calleux. D'accord? Là où intervient le neuropédiatre, c'est pas dans la maladie génétique, parce que c'est plutôt les généticiens qui vont donner l'information et le conseil de l'anomalie génétique. Nous, on intervient quand il n'y a rien du tout, c'est-à-dire quand l'anomalie est dite isolée. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, ce qu'on sait des anomalies isolées du corps calleux, ou on va dire agénésie du corps calleux, dite primaire. Donc là, il n'y a rien. IRM normal en dehors d'anomalie du corps calleux, examen génétique parfait. En gros, 2 tiers des enfants vont parfaitement bien. QI normal, normal bas, hein, mais normal, à 73%. Et puis, on a des QI dits borderline à 27%. Donc, globalement, le pronostic neurodéveloppemental, il est globalement très bon chez ces enfants. Et après, il est surtout lié à la façon dont on va stimuler ces enfants, mais comme dans toutes les, j'ai envie de dire, dans tout enfant déficitaire ou intellectuellement normal, c'est clairement le niveau éducatif, et alors là, ça a été prouvé par des études, que le niveau socio-éducatif et socio-culturel de la mère va influer le QI de ces enfants-là. Et donc, les conséquences vont principalement être liées au niveau de stimulation qu'on va mettre chez ces enfants. Si on prend les choses différemment, on a, vous voyez, là c'est une étude qui était de 2007, où finalement le pronostic de ces enfants-là, c'est un développement psychomoteur qui est normal dans la majorité de ces enfants-là, avec parfois, et vous voyez là, c'est une vieille étude, hein, des troubles du comportement qui étaient observés, avec des troubles de la relation sociale, un comportement agressif, des troubles attentionnels qui avaient été observés chez environ 50% des enfants entre 6 et 11 ans. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que face à une anomalie du corps calleux, avec exome normal, avec ACPA normal, avec IRM normal, globalement, l'information qu'on donne au couple, c'est votre enfant va avoir un développement psychomoteur normal. Il est plus à risque d'avoir des troubles scolaires en rapport avec des troubles attentionnels et des troubles de la relation avec leur père. Donc, il va falloir être vigilant. Donc, on impose, en tout cas, on leur conseille d'avoir un suivi neuropédiatrique assez étroit tous les ans jusqu'à l'âge de 6 ans, de manière à mettre en place de la rééducation très tôt, et en particulier dans les milieux socio-éducatifs plus défavorisés, parce qu'on sait que ça va être déterminant pour le développement psychomoteur de ces enfants. Pas plus tard que lundi, je vais vous donner un exemple, j'ai vu une petite fille, agénésie complète du corps calleux, avec des parents bilingues, parlant singalais et singali, ou singalais, en bref, un dialecte autour de l'Inde et du Pakistan, et une petite fille qui a 4 ans, avec des parents qui sont donc extrêmement vigilants et investis. Elle va parfaitement bien, mais on a fait le choix avec les parents de l'exposer à une seule langue sur les deux, c'est-à-dire que les parents lui parlent principalement français. Et donc on essaye justement d'éviter les situations à risque chez ces enfants-là de retard, et on les suit régulièrement. Mais globalement, c'est des enfants qui vont globalement très très bien. S'il vous plaît, j'aurais une petite question. Oui. Donc, ces agénésies primaires du corps calleux concernent toutes les anomalies du corps calleux, c'est-à-dire quelle que soit la dysmorphie. Voilà. Mhm.
Ou les agénésies complètes ou les agénésies partielles. Alors, alors, en fait, pour faire simple, aujourd'hui, on ne sait pas. On sait que ça. Enfin, je pense que ces agénésies primaires, c'est principalement les agénésies complètes du corps calleux qui sont les plus fréquentes. D'accord. Ok. D'accord? Donc, mais en fait, on n'en sait rien, en fait. J'ai envie de dire, moi, je donne l'information pour toutes les anomalies du corps calleux les mêmes. Ok. D'accord? Merci. Je pense qu'avec le temps, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les agénésies complètes du corps calleux, c'est les plus fréquentes. Les dysmorphies du corps calleux, les corps calleux épais, les corps calleux dysmorphiques, c'est plus rare. Et en fait, on n'a pas assez d'expérience. Et en fait, tout repose sur la génétique aujourd'hui. Hmm. Merci. Donc, profil neuropsycho, en fait, ce qu'on sait, on ne sait pas grand-chose, hein, mais on sait que, pardon, excusez-moi. Hop. On sait que chez les patients qui ont eu une callosotomie, donc ça c'est des patients qui étaient parfaitement normaux, à qui on a coupé le corps calleux. On coupe le corps calleux dans des situations d'épilepsie pharmacorésistante, par exemple. Et donc, dans les situations d'épilepsie pharmacorésistante, on coupe le corps calleux et là, on a affaire à des profils neuropsychologiques qui s'appellent les syndromes de disconnexion calleuse ou split brain, où en fait, on sait que chez ces patients-là, il y a un profil neuropsychologique qui est très connu, qui sont en fait un trouble de la, un trouble en gros du raisonnement, avec des problèmes pour les raisonnements abstraits. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous lisez, eh ben, vous avez du mal à comprendre ce que vous lisez. Ou alors, quand on vous raconte une histoire drôle, vous ne comprenez pas le sens second des mots. Vous avez également des problèmes de résolution des problèmes. Vous avez des problèmes pour comprendre les proverbes. Et donc ça, c'est ce trouble neuropsychologique qui est très caractéristique de la disconnexion calleuse, et donc du coup qu'on recherche dans les agénésies du corps calleux et qu'on essaye de compenser par une rééducation précoce. Parce que c'est très important pour ces enfants-là, vous imaginez bien qu'en cours de récréation, si un enfant ne comprend pas le sens second des mots, ça veut dire qu'il ne comprend pas les blagues, et donc ça, clairement, ça a des conséquences sociales majeures. Et donc quand on les suit, au quotidien, c'est l'une des premières choses qu'on regarde, c'est est-ce que cet enfant est socialement bien intégré, est-ce qu'il a des copains, est-ce qu'à l'école ça se passe bien. Parce que s'il a ces problèmes de ce profil psychologique de disconnexion calleuse, ça a des conséquences significatives pour la vie quotidienne, sur la vie scolaire. Et donc après, eh ben, on a forcément des conséquences importantes dans la vie de tous les jours. J'avais juste une question, comment la rééducation peut aider à ça du coup en Eh pratique? ben, ça peut être, alors en fait, ça va être la rééducation orthophonique, la rééducation en psychomotricité, et ça va être simplement exposer les enfants. Alors concrètement, c'est les exposer à des situations qui leur posent problème dans la vie de tous les jours et leur apprendre à donner du sens. Et en fait, c'est comme ça, enfin, on utilise la plasticité du cerveau pour faire en caricature, hein, essayer de développer les autres connexions interhémisphériques, la commissure blanche antérieure, la commissure hippocampique et d'autres connexions qui vont permettre à l'enfant de développer en fait sa capacité à comprendre, en fait, à développer son raisonnement. Ça sert à ça en fait la rééducation. C'est un peu comme la rééducation motrice, mais on fait ça sur le plan neuropsychologique. Et ça marche très bien. Alors, on a eu vous voyez, encore une autre étude qui était intéressante, où là aussi, on a essayé de regarder finalement, est-ce qu'il y avait une différence entre la génésie partielle, la génésie totale du corps calleux. Et vous voyez que finalement, il n'y a pas de différence. La génésie partielle, la génésie totale, ben, le pronostic est le même en fait, hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben, on dit, ben, c'est le même paquet. Alors, il faut que j'accélère un tout petit peu. Donc, simplement pour revenir sur la question, donc là, on a vu que finalement, la génésie isolée du corps calleux, globalement, c'est plutôt de bons pronostics à une seule condition, que c'est qu'elle soit strictement isolée, pas de malformation du cerveau, pas d'anomalie génétique associée. Si elle est syndromique, et ben là, par contre, le pronostic n'est pas bon du tout. Je voudrais finir avec une chose qui est importante, qui est le lipome du corps calleux. Vous allez voir probablement, parce que ça c'est rare, mais on en rencontre dans sa carrière d'obstétricien ou de prénataliste.
C'est une anomalie du corps calleux qui est liée à la persistance d'une ménage primitive. En gros, il n'y a pas il y a pas d'anomalie génétique, pas d'anomalie développementale. C'est juste il y a une ménage primitive qui normalement disparaît entre le cerveau droit et le cerveau gauche, et puis elle reste. Et si elle reste, elle va se transformer en amas de lipides qui va empêcher le corps calleux de se développer. Donc c'est plus un obstacle mécanique qu'un obstacle développemental. Et donc, en gros, quand on fait un diagnostic, donc ça, c'est juste pour vous montrer l'anomalie du corps calleux, le lipome du corps calleux, vous voyez, c'est cette structure blanche en écho, vous voyez, ce qui est donc hyper échogène ou qui est hyper intense en IRM. Vous voyez, on le voit très bien ici. Et ça n'est que de la méninge primitive. Le corps calleux, en dessous, il a du mal à passer, mais en fait, il était programmé pour exister tout à fait correctement. Alors, il existe deux types d'anomalies de lipome. On a le lipome tubulonodulaire. Et donc, lui, celui-là, il est plutôt dans la région frontale et c'est une sorte de grosse boule. Et il gêne la partie antérieure du corps calleux. Et puis, on en a une qui est beaucoup plus fréquente, qui, elle, est plutôt antéro-postérieure. Et elle gêne moins le développement du corps calleux. Pour faire court, quand on a une forme curvilinéaire, le plus souvent, le pronostic neurodéveloppemental est bon. Et moi, j'ai vu quasiment que des enfants qui allaient bien avec des lipomes curvilinéaires. En revanche, quand c'est tubulonodulaire, on a un risque plus important d'avoir une épilepsie, une déficience intellectuelle et des troubles neuropsychiatriques. Donc, en quelques mots, pour respecter le temps, voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que l'anomalie du corps calleux, c'est une anomalie qui est relativement fréquente, on va dire, de façon générale. C'est une malformation précoce, entre la 12e et la 18e semaine d'aménorrhée. C'est une anomalie qui a des bases génétiques plutôt fréquentes, donc il est indispensable de proposer une amniosynthèse avec une ACPA et un exome chez ces patientes-là pour pouvoir au moins éliminer les anomalies génétiques graves qui donneront un pronostic qui sera lié à l'anomalie génétique. Si vous êtes face à une anomalie qui est dite isolée, primaire, c'est-à-dire sans anomalie génétique et sans malformation, le pronostic neurodéveloppemental est globalement bon, mais il faut être vigilant. On a des troubles psy, comme je vous ai dit, avec des problèmes de fonction associative qui peuvent donner des conséquences euh, sociales et parfois psychiatriques dont il faut absolument être conscient et surtout mettre en place de la prévention. Le rôle du prénataliste, c'est d'éliminer les malformations associées parce que s'il y a des malformations associées, le pronostic neurodéveloppemental est catastrophique. Si toutefois vous avez un lipome du corps calleux, globalement le pronostic est bon si vous êtes face à une forme curvilinéaire qui est la plus fréquente. Mais même si c'est tubulonodulaire, le risque il est principalement lié à l'épilepsie. Le pronostic est globalement bon dans les lipomes de façon générale. Voilà ce que j'avais à vous raconter. J'ai essayé de respecter le temps au maximum. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions brûlantes? Merci, c'était très clair. Ben voilà, j'ai essayé de faire une photo simple, on va dire. Moi, j'avais juste une question concernant les exomes. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que les exomes, on le fait en cas de plusieurs signes cliniques associés, mais du coup, le corps calleux en lui-même, Oui, même s'il est isolé oui, à rien d'autre, on fait un oui, exome quand même. oui, oui, oui. Alors là, c'est 100% oui. Hyper important. Alors, hyper important. J'avais pas beaucoup de temps pour tout vous dire, mais c'est d'autant plus important qu'il existe deux anomalies génétiques qui sont associées à un bon pronostic. Donc, si vous avez une anomalie du corps calleux avec un gène de bon pronostic, vous êtes encore plus rassurant avec les couples, vous voyez? Donc, c'est 100% oui, il faut le faire. Ça marche, merci. Excusez-moi, en cas d'agénésie isolée, on fait systématiquement une IRM de toute façon. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, je reprends, oui. Donc, en cas d'agénésie isolée en génétique, est-ce qu'on fait quand même systématiquement une IRM? Oui, 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 aussi. C'est les standards non négociables, on va dire. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Bonjour, moi Et j'avais pour aussi le une terme, question. pardon. Juste pour le terme de l'IRM, on attend 32, il n'y a pas besoin de faire une IRM plus tôt pour Oh, bah alors rassurer les ça, parents. alors, c'est plutôt, c'est de plus en plus 28-30.
pour qu'on puisse donner une information la plus claire possible. Parce que tu vois, le delta entre le moment où tu fais le diagnostic, c'est-à-dire l'écho T2, et le moment où tu fais l'IRM, c'est épouvantable pour les couples. Donc, c'est plutôt, on essaye quand même de la faire le plus tôt possible. Après, c'est une histoire de négociation avec ton radiologue, parce que c'est pas facile pour les radiologues d'interpréter, mais ils commencent à s'entraîner de plus en plus à avoir une bonne, enfin, en tout cas, pouvoir être rentable entre 28 et 30 plus qu'à 32. 32, c'est super tard, hein. Même pour la giration, du coup. Oui, oui, Ah oui, bon? oui, 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 oui. Et maintenant, ils arrivent à se débrouiller. J'avais une question par rapport au lipome du corps calleux. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très Est-ce que bien. ça demande également la réalisation d'une IRM et la recherche, enfin l'ACPA et l'exome? Alors, IRM, j'ai envie de te dire oui à 100%. Ok. Lipome, le problème, c'est que tu as du mal à faire le diagnostic très tôt. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que le mode d'entrée, c'est écho T2, anomalie du corps calleux. Et en fait, finalement, l'exome, il est fait avant qu'on ait fait le diagnostic de lipome. Donc, tu D'accord. vois, moi, on m'a jamais posé la question, est-ce qu'on a un diagnostic de lipome, est-ce qu'on fait un exome? Là, j'ai envie de dire non. Mais en fait, c'est plutôt, on a fait l'exome parce qu'on pensait que c'est l'anomalie du corps calleux, mais il est normal. Voilà. Ok. Et est-ce que ça peut être associé à des neurofibromatoses ou ce genre de maladie? J'ai pas cette notion. J'ai pas cette notion du tout. Ok. Question, est-ce que les anomalies partielles, toujours parlant de isolées, Oui. sont de meilleurs pronostics que la agénésie complète, toujours en étant isolées comme malformation? Alors, j'ai pas compris votre question. Alors, est-ce que les agénésies partielles du corps calleux sont de meilleurs pronostics que les agénésies complètes, toujours pour les deux, sans autre anomalie associée? Non, non, c'est pronostic comparable. Ok, merci. Hmm. Je vais laisser la place à l'orateur suivant. Merci Merci beaucoup. beaucoup. On se revoit tout à l'heure. Oui. Ok, à plus tard. Recording stopped. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Recording in progress. Alors, tuc. Voilà. Non. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui, Oui, on vous Oui, mais entend bien. vous Oui, n'avez pas de bonjour. diaporama, j'ai l'impression. non, on voit pas. Alors, pourquoi? Partager. Pourquoi ça fait ça? Dans quel? Hop. Alors, j'ai un problème pour partager l'écran. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Tac. Celui-là. Là, vous l'avez? Oui, c'est bon. C'est Bon, bon. très bien. On va y arriver. Bonjour. Donc, moi, je vais vous parler en tant que pédiatre
de la prise en charge néonatale et surtout du pronostic du devenir des infections congénitales à cytomégalovirus. Donc, c'est la première cause infectieuse de handicap neurosensoriel congénital, bien avant la toxoplasmose, par exemple, qui est en grande décroissance. Et c'est la deuxième cause de déficit auditif chez l'enfant, la première cause par argument de fréquence restant les causes génétiques. La séroprévalence du CMV chez les femmes en âge de procréer, vous voyez, subit une variation géographique. Selon les dernières études en France, elle est aux alentours de 55%, c'est-à-dire 55% des femmes en âge de procréer sont séropositives pour le CMV au moment de leur grossesse, mais on a des écarts de séroprévalence qui vont de simple au double. On va dire de 44% en Irlande, par exemple, jusqu'à près de 100% dans certains pays du Moyen-Orient. Les primo-infections pendant la grossesse intéressent en moyenne 1% des grossesses. Et les nouveau-nés infectés par le CMV sont, selon les dernières études, en particulier une étude menée en Île-de-France il y a quelques années, on avait trouvé un taux de nouveau-nés infectés par le CMV de 0,4%, ce qui représente à peu près 3000 enfants par an en France, dont 55% sont infectés au décours d'une primo-infection maternelle et 45%, donc un peu moins de la moitié, sont infectés alors que les mamans étaient considérées comme immunisées à tort, c'est-à-dire avaient une sérologie positive bien en amont de la grossesse. On parle alors d'infections non primaires, c'est-à-dire que c'est des femmes qui ont soit fait une réactivation de leur souche de CMV initiale, soit se sont contaminées à un variant, ce qui explique qu'il peut y avoir une virémie pendant ces grossesses-là et une infection fétale. Là, il y a quand même une grande différence, c'est que vous voyez qu'au cours d'une primo-infection, la transmission materno-fétale, elle est de l'ordre de 35%, alors qu'au cours des infections dites secondaires, elle n'est que de 1 à 2%. Donc, les anticorps et le placenta font quand même leur boulot dans ces cas-là. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une virémie maternelle? Ben, le premier siège de l'infection, c'est le placenta, qui va y avoir une placentite. Et la placentite en soi, sans atteinte du fœtus, peut être responsable d'un retard de croissance intra-utérin par altération des échanges nutritifs au niveau du placenta. Donc on peut avoir un retard de croissance intra-utérin, donc une hypotrophie néonatale, liée à une infection placentaire par le CMV sans infection fétale. Si le virus arrive à passer le placenta, le fœtus est contaminé par voie hématogène, par le cordon ombilical, et va dans un premier lieu se répliquer en grande quantité au niveau des reins et donc entraîner une élimination, enfin une excrétion du virus dans le liquide amniotique. Dans l'extrême majorité des cas, cette réplication rénale est totalement asymptomatique, donc ne va donner lieu à aucun symptôme qui peut être dépisté à l'échographie fœtale. Parfois, il peut y avoir des anomalies de diurèse qui peuvent entraîner soit un oligohydramnios quand il y a une oligurie, soit plus souvent un hydramnios par une atteinte tubulaire au niveau rénal et une polyurie. Le virus qui se balade dans le liquide amniotique va être dégluti par le fœtus et entraîner une atteinte du tube digestif. Et là, c'est tout à fait accessible au diagnostic anténatal. On va avoir un intestin hyperéchogène, ce qui est très fréquent, qui est un bon signe d'appel et qui va, dans la très grande majorité des cas, disparaître au cours de la grossesse et à la naissance, ne donner absolument aucun symptôme de type digestif. Dans le même temps, on peut avoir une atteinte hépatique avec une hépatomégalie, avec ou sans hépatite virale. L'hépatomégalie, elle peut être simplement due à la stimulation de la myélopoïèse. Vous savez que pendant toute la vie fœtale, les cellules sanguines ne sont pas fabriquées par la moelle osseuse, mais sont fabriquées par le foie. Et donc, l'infection stimule l'hémopoïèse au niveau du foie
et va donner l'hépatomégalie. Mais on peut aussi avoir des hépatites avec des symptômes d'insuffisance hépatique et des épanchements au niveau de différentes séreuses en particulier. Et puis en dernier lieu, il peut, ce n'est pas obligatoire évidemment et heureusement, y avoir une atteinte du système neurosensoriel avec atteinte du cerveau et ou atteinte de l'oreille interne qui font tout le pronostic de devenir de ces fœtus infectés par le CMV. Alors, selon un très vieux schéma qu'il faut complètement abandonner, on disait qu'en cas de contamination fœtale, il y avait 90% de formes asymptomatiques qui donnaient lieu à 10% de séquelles et 10% de formes dites symptomatiques qui donnaient lieu à 60% de séquelles. On ne peut plus parler comme ça aujourd'hui. Il faut redéfinir les caractères symptomatiques et asymptomatiques à la naissance de ces enfants. Avant, dans toutes les publications antérieures, on considérait qu'un enfant était asymptomatique dès l'instant que son examen clinique néonatal était normal. En 2025, on ne peut parler d'enfants asymptomatiques et d'infection asymptomatique à CMV à la naissance que si l'on a un examen clinique normal, un minimum de biologie, c'est-à-dire NFS plaquettes et bilan hépatique normal, c'est-à-dire pas de thrombopénie, pas d'hépatite, une imagerie minimale, c'est-à-dire une échographie cérébrale normale, un fond d'œil normal et bien évidemment des potentiels évoqués auditifs ou des auto-émissions acoustiques, c'est-à-dire des tests de dépistage de l'audition en période néonatale normaux. Quand on regarde sur cette série de 220 nouveau-nés infectés, qui ont fait l'objet de la thèse de Lucille Peterman, on retrouvait, c'était des nouveau-nés tout venant accueillis à la consultation de référence CMV à Necker, dans lequel il y avait des enfants diagnostiqués en anténatal et un certain nombre diagnostiqués en postnatal. Et vous voyez que selon l'application, la définition que je viens de vous présenter, il n'y avait dans cette cohorte que 35% d'enfants strictement asymptomatiques et non pas 90%. Et 65% des enfants avaient au moins une anomalie clinique, biologique, échographique ou fond d'œil ou test auditif. Quand on parle de symptomatologie clinique, j'y reviens, qu'est-ce qu'on peut observer chez le nouveau-né? Je vous en ai mis là dans la colonne de droite les différents symptômes qu'on peut évoquer et en regard les éléments qui peuvent être repérés par le diagnostic anténatal. Donc un retard de croissance intra-utérin, une hypotrophie néonatale, où là on va surtout regarder s'il y a une atteinte du périmètre crânien ou pas. S'il y a une croissance du périmètre crânien qui est conservée, normale, on est quand même très rassuré sur l'absence de conséquences de ce retard de croissance intra-utérin. S'il y a une atteinte du périmètre crânien, donc une atteinte de la croissance cérébrale, on sera plus inquiet. Et si on a une microcéphalie vraie, c'est-à-dire un périmètre crânien qui est en dessous des normes alors que le poids et la taille sont mieux conservés, là, on est franchement inquiet parce qu'on est devant un diagnostic de microcéphalie vraie. On peut avoir des PTChi qui sont le témoin de la thrombopénie, on peut avoir un ictère, un bilirubine mixte qui sont le témoin de l'atteinte hépatique. Évidemment, ces deux symptômes ne sont pas visibles au diagnostic anténatal. Une hépatomégalie, une splénomégalie, on peut avoir dans les formes graves des ascites, des œdèmes, des épanchements pleuraux péricardiques, etc., des insuffisances rénales. Ces symptômes-là sont quand même tout à fait rares. Les signes neurologiques, en fait, sont rares en période néonatale. Hein. Même dans les formes avec atteinte cérébrale sévère, ils sont cliniquement peu parlants. En période néonatale, c'est après que les choses vont se révéler. Au niveau ophtalmologique à la naissance, on peut avoir des choriorétinites surtout. Il a aussi été décrit des cataractes, mais c'est rare, voire exceptionnel. Et puis bien sûr, l'atteinte auditive par altération de l'oreille interne. Et il ne faut pas oublier que l'oreille interne, en fait, c'est deux organes, l'audition et l'équilibre au niveau du vestibule. Et il peut y avoir des atteintes de l'un ou l'autre, ou des deux,
Mais seule l'atteinte auditive est dépistable en période néonatale. L'atteinte vestibulaire ne pourra être mise en évidence que plus tard. Au niveau neuroradiologique, on a tout un tas de symptômes qui sont finalement assez peu spécifiques, mais il y en a certains qu'on rencontre plus fréquemment. Je vous montrerai quelques images un peu plus loin dans l'exposé. Des anomalies de la substance blanche particulièrement, qui peuvent être plus ou moins localisées, plus ou moins marquées, et qui ne sont pas forcément de mauvais pronostics. Un certain nombre d'entre elles sont amenées à disparaître et à ne laisser aucune séquelle. On peut avoir des anomalies du système ventriculaire, en particulier des asymétries, qui là aussi ne sont pas péjoratives, des ventriculomégalie modérée. Plus rares, mais beaucoup plus péjoratives, ce sont les atteintes du cortex, les atrophies corticales avec microcéphalie, et ou les anomalies de giration localisées plus ou moins étendues, qui là vont être, dans l'extrême majorité des cas, parlantes et entraîner des séquelles diverses et variées, qu'elles soient cognitives, motrices ou épileptiques. On peut avoir des atteintes du cervelet, du corps calleux. Les calcifications cérébrales, c'est classique, mais c'est rare. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la présence de calcification cérébrale doit faire rechercher une phétopathie infectieuse, le système torche, mais l'absence de calcification ne peut en aucun cas éliminer ce type de diagnostic. Dans une étude qu'on avait faite, là, la grande étude Cimépédia, on avait fait des scanners à tous ces enfants-là et on avait moins de 10% de calcification présente chez les nouveau-nés infectés avec atteinte cérébrale. Et puis il y a d'autres signes neuroradiologiques qui sont plus fréquents, plus caractéristiques et évocateurs, plus pathognomoniques. C'est l'hyperécogicité des vaisseaux thalamiques, ce qu'on appelle les fameux images en chandelier qui n'ont pas de valeur péjorative. Quand je dis pas de valeur péjorative, c'est bien sûr quand ces différents signes radiologiques sont totalement isolés. S'ils sont associés à d'autres signes, c'est les autres signes qui font le pronostic. Les kystes sous-épandymères ou kystes de germinolyse ou kystes de la zone germinative, tout ça, c'est la même chose. Ce sont des éléments qui sont fréquents, banals, qui n'entraîne pas de séquelles neurodéveloppementales. Il a juste été observé dans certaines études que la présence de kystes sous-épandymères multiples en chapelet était associée à une fréquence plus élevée de troubles de l'audition, mais pas à des séquelles neurodéveloppementales. Et puis, troisième symptôme classique évocateur, c'est le cloisonnement des cornes ventriculaires, en particulier des cornes occipitales, qui là aussi ne sont pas associées à une fréquence augmentée de séquelles neurosensorielles. Pour le pédiatre en période néonatale, donc les facteurs pronostiques, ça va être la présence ou non de signes cliniques, vraiment cliniques. Ça va être l'âge gestationnel au moment de la transmission, élément très important, et ça va être les signes neuroradiologiques. C'est ces trois éléments, sur ces trois données-là, qu'on va pouvoir établir un pronostic finalement en général assez fiable. La thrombopénie, eh ben, j'en parle pas parce qu'en fait, elle rentre dans les signes cliniques, par les PTCHI. Un mot sur la charge virale. La charge virale n'a pas de valeur pronostique. On ne peut pas s'arrêter à niveau de la charge virale pour dire si c'est une forme grave ou pas grave. Et on ne va même pas utiliser la charge virale à la naissance comme argument de traitement antiviral pendant la période néonatale. Alors, on a dit que les formes dites symptomatiques, selon les anciens critères, étaient d'un facteur important du pronostic. Effectivement, dans ces études anciennes, on trouvait 60% de séquelles. On reverra après ce qu'il en est avec la nouvelle définition. J'en profite d'utiliser cette diapositive pour vous dire quelles séquelles. En tout cas, ce sont essentiellement, en premier lieu, l'atteinte de l'oreille interne et en premier lieu, les déficits auditifs qui peut être partiel, complet
uni ou bilatéral. Donc tout peut se voir et qui a une particularité qui est d'être évolutif. Et donc on peut avoir une dégradation de l'audition partielle à la naissance qui va se compléter pendant la petite enfance, j'y reviendrai. L'oreille interne ne sert pas qu'à entendre. L'atteinte vestibulaire, elle est présente dès la naissance, mais elle ne se manifestera cliniquement que dans les premiers mois de vie. Et c'est généralement aux alentours de la fin de la première année, entre 1 et 2 ans, qu'on va en faire le diagnostic clinique et en faire la recherche par un bilan vestibulaire, qu'on pourra la mettre en évidence. Pourquoi? Parce que ça entraîne au cours de la petite enfance, un retard des acquisitions motrices. C'est des enfants qui ont des troubles de l'équilibre, donc qui vont se tenir assis plus tard, se mettre debout plus tard, acquérir la marche autonome plus tard. Ils finissent toujours par y arriver, mais ça leur demande beaucoup plus de temps et on les aide par de la psychomotricité ou de la kinésithérapie. Il y a parfois des enfants qui ne marcheront pas avant l'âge de 2 ans, mais ils finissent toujours par y arriver. Au-delà de ces acquisitions motrices, c'est des enfants qui vont être fatigués, fatigables, parce qu'ils ont besoin d'une attention particulière pour maintenir leur équilibre et en particulier d'utiliser beaucoup leur vision. Et donc, ça peut aller jusqu'à entraîner des troubles d'attention responsables de troubles d'apprentissage. Il faut bien le connaître, bien prévenir les parents, avoir un accompagnement scolaire au début, au cours des premières années de classe, pour aider ces enfants à faire leurs acquisitions. Ils sont parfaitement intelligents, mais ils peuvent avoir des troubles de l'attention. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Dans ce groupe de formes symptomatiques, Hmm. il y a des groupes où l'atteinte est très restreinte, en l'occurrence en cas de thrombopénie genre isolée. Est-ce Oui. qu'ils ont le même risque auditif et le reste, même si il n'y a pas d'atteinte autre que l'atteinte biologique isolée? Alors, ce qui a été démontré et ce qu'on a pu observer, mais on n'a pas des séries suffisamment importantes pour isoler chaque signe clinique et en faire un pronostic, mais on sait que les enfants qui ont un bilan néonatal normal à la naissance, c'est-à-dire qui ont tous les critères que je viens de vous dire, examen clinique, NFS plaquettes, bilan hépatique normal, ETF normal, fond d'œil normal et tests auditifs normaux, à 2 ans, ces enfants-là n'ont pas de séquelles, même dans les infections du premier trimestre. Après, votre question, c'est est-ce que la thrombopénie toute seule, on peut avoir une valeur pronostique, etc. On n'a pas suffisamment d'enfants avec une thrombopénie isolée sans aucun autre symptôme pour pouvoir répondre à cette question. D'accord, ok, merci. Voilà. Dans les autres types d'atteintes neurosensorielles, ben, il y a les atteintes beaucoup plus graves qui sont les atteintes cérébrales avec des microcéphalies qui peuvent donner des retards mentaux. Les atteintes du cortex qui peuvent faire toujours craindre la survenue possible d'une épilepsie qui va se manifester plus tard dans la petite enfance. Euh, et des infirmités motrices cérébrales, là aussi en cas d'atteinte du cortex localisé et aussi associées à des atteintes de la substance blanche. Donc, vous voyez, on peut avoir des atteintes motrices, on peut avoir des atteintes intellectuelles, on peut avoir des épilepsies, on peut avoir des atteintes de la fonction visuelle, principalement par des choriorétinites. Les restes sont vraiment du domaine de l'anecdote exceptionnelle. Et puis, il faut dire un mot des troubles du comportement au sens large, des difficultés d'apprentissage. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir ce type de problème simplement du fait de l'atteinte vestibulaire. C'est exact. On peut évidemment avoir des difficultés d'apprentissage liées à une atteinte cérébrale pure, et en particulier avec des retards cognitifs. Et puis, il y a tout le domaine des troubles du comportement et des troubles du spectre autistique, autour duquel beaucoup d'équipes tournent. Il y a des gens qui ont évoqué une relation directe entre infection congénitale ACMV et risque d'autisme. Ça a été non confirmé par d'autres équipes.
Bon, plus on s'intéresse à ce sujet, plus il semble quand même qu'il y ait un lien et qu'il y ait en tout cas un léger excès de fréquence des troubles du spectre autistique chez les enfants qui ont eu une infection congénitale à CMV par rapport à une population d'enfants qui n'en ont pas eu. Mais ça reste une fréquence qui est faible, hein. C'est pas une séquelle et une conséquence fréquente des infections à CMV par rapport aux autres complications qu'on peut avoir, en particulier par rapport aux atteintes de l'audition. Mais voilà, il y a un petit quelque chose. En pratique clinique, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que, enfin, moi, j'en parle pas aux parents parce que ça les plonge dans un stress épouvantable pour plusieurs années, et étant donné que de toute façon, ça va rester dans le domaine de la rareté. Ça va être moins de 1 à 2% de ces enfants qui vont avoir ce type de difficultés. Je reprends l'accord de tout à l'heure des 220 enfants, hein, où je vous avais dit qu'il y avait 35% de formes asymptomatiques. Ben, vous voyez, dans ces formes asymptomatiques, c'est ce que je vous disais à l'instant en répondant à votre question. À 2 ans, il n'y a aucun handicap. Euh, il y a 90% d'enfants strictement normaux à 2 ans, puis il y a 3% dits déficients, c'est-à-dire qui ne sont pas strictement normaux, et qui ne répondent pas non plus à la définition du handicap. C'est des enfants que quand on va les voir grandir, on s'attend à les voir verser d'un côté ou de l'autre, et dans ce cas-là, ils vont en fait devenir normaux. En particulier dans ces 3% de déficients, il y a quelques retards de langage. À 2 ans, les retards de langage, finalement, c'est pas si fréquent, et il y en a beaucoup qui vont évoluer tout à fait normalement. Chez ceux qui ont au moins une anomalie, donc 65%, vous voyez, on a 7% de handicap à 2 ans, et quand même 20% de déficients, où là, il faut voir comment ils vont grandir, mais en gros, ça va se répartir moitié-moitié, et on va se retrouver avec aux alentours de 20% de séquelles ou de conséquences quand on va voir ces enfants-là à l'âge de 4 ans. Donc on n'est pas dans 10%, 60%, vous voyez, on est dans 0 et on va dire 20%. Qu'est-ce qu'ils avaient comme déficit dans cette cohorte-là? On va parler surtout de l'audition. À 2 ans, vous voyez, il y en avait 13% qui avaient un déficit auditif. Mais déficit auditif ne veut pas dire surdité. Parce qu'en particulier, vous voyez qu'il y en a 70% de ces 27 qui ont une atteinte unilatérale. Les enfants qui ont une atteinte auditive unilatérale, même complète, c'est-à-dire qui sont complètement sourds d'une oreille, ont un développement normal, un développement du langage normal sans être appareillés, et ne vont être gênés que quand ils vont grandir parce qu'ils n'ont pas de stéréophonie, donc ils n'arrivent pas à identifier l'origine d'un bruit quand ils l'entendent, et ils vont être gênés quand il y a du brouhaha, ce qui, par rapport au restaurant, mais ce qui est plus gênant pour les apprentissages, c'est à l'école. Ils peuvent être gênés s'il y a du bruit dans la classe, c'est une classe un peu dissipée. En pratique, ça veut dire que c'est des enfants qui ne sont pas forcément appareillés tout de suite. Ils sont souvent appareillés plus tard, quand ils grandissent et quand ils commencent à venir en âge scolaire. Mais ça ne constitue pas un handicap. Il y a 30% d'atteinte auditive bilatérale, donc ceux-là vont souvent, même si l'atteinte en période néonatale est partielle, évoluer vers une surdité complète bilatérale. Pour ces enfants-là, il y a quand même des solutions, en particulier les implants cochléaires, qui est une chirurgie qui se pratique par les ORL audiophonologistes généralement entre 9 mois et 1 an, et qui leur permet de récupérer un niveau d'audition très satisfaisant et en tous les cas suffisant pour leur permettre de développer le langage grâce à une prise en charge orthophonique suivie 2 à 3 fois par semaine au début. Et voilà, c'est des enfants qui sont capables de suivre une conversation avec un ton normal. Ils vont être un peu gênés si on chuchote ou si on a des bruits très, très faibles, très bas. Mais dans une vie normale, une conversation normale, ils sont tout à fait entendants. Et encore une fois, ils développent le langage. Et puis, dans cette cohorte, vous voyez, il y a un quart des enfants qui ont
eu un trouble de l'audition à révélation dite secondaire. Donc ça, c'est une particularité de ces troubles auditifs liés au CMV. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir des enfants qui ont des tests auditifs strictement normaux à la naissance, et puis quand on les suit, on s'aperçoit que l'audition se dégrade petit à petit. Elle se dégrade principalement pendant les 2 premières années de vie. Si on passe la 2e année sans qu'il y ait de dégradation, on est quand même extrêmement rassuré. En dehors de l'atteinte auditive, il y avait d'autres anomalies du développement, retard de langage, bon, 8%. Bon, je te dis ce qu'on devait en penser à 2 ans. C'est un peu tôt pour dire qu'il y a effectivement un retard qui va poser problème. Des retards des acquisitions psychomotrices, en particulier chez les enfants qui ont des atteintes vestibulaires, des troubles du comportement, des déficits moteurs avérés, où il n'y avait que 3 enfants, très peu, un déficit cognitif avéré, un seul enfant. Il y avait 5% des enfants, 11, qui avaient une réflexie vestibulaire, dont 3 qui n'avaient pas d'atteinte auditive. Donc effectivement, dans l'atteinte de l'oreille interne, on peut avoir une atteinte vestibulaire sans atteinte de la fonction auditive. Euh, Chez ces enfants-là, on est quand même plus inquiet sur la possibilité de voir survenir un déficit auditif secondaire au-delà de la 3e, 4e année. Donc, c'est des enfants qu'on suit plus longtemps que quand ils n'ont pas d'atteinte vestibulaire. Et concernant les atteintes visuelles, il n'y avait que 3 enfants sur les 27 qui avaient un anémie de développement et sur les 220 affectés, 2 strabismes et une cicatrice maculaire asymptomatique de choriorétinite. C'est-à-dire, en fait, c'est un enfant qui a fait une choriorétinite in utero, mais qui en a guéri avant de naître. Et à la naissance, au fond d'œil, on avait une cicatrice au niveau de la macule qui n'était pas inflammatoire, qui n'était plus évolutive. Alors, on a dit que les facteurs pronostiques, c'était la symptomatologie clinique à la naissance, et le deuxième facteur essentiel, et maintenant c'est bien démontré, le moment de la contamination fœtale. Dans cette étude qui avait été menée par Valentine Faure-Bardon avec Marianne Leruez, est arrivé à définir, à dater précisément le moment de la primo-infection maternelle avec des infections du 1er, 2e ou 3e trimestre. Et vous voyez que l'ensemble des séquelles auditives se trouvent dans les infections du 1er trimestre. Il n'y en a aucune dans les infections du 2e et du 3e trimestre. Dans les infections du 2e et 3e, il y a des retards de croissance intra-utérins. Ça, on n'est pas étonné, hein, en particulier dans les 3e, par atteinte du placenta en particulier. Et d'autres symptômes que l'atteinte auditive, et il y en a 5% dans le 1er trimestre, 4% dans le 2e trimestre, on verra lesquels, et aucune au 3e trimestre. Ça, c'est le donné à la naissance. Ces enfants, quand ils ont grandi, entre 1 et 4 ans, avec un âge médian de 2 ans, confirment que la totalité des problèmes se trouve dans les infections du 1er trimestre, voyez, avec 30% de ces enfants infectés pendant le 1er trimestre, pardon, qui ont des soucis et essentiellement des déficits auditifs. Au 3e trimestre, il n'y en a aucun. Et dans le 2e trimestre, vous voyez que sur les 60, il y a un enfant qui avait un déficit non auditif, qui était en fait un enfant c'est l'enfant qui avait une cicatrice maculaire de choriorétinite, donc, mais qui n'était pas gêné par sa cicatrice. Donc, vous voyez, là encore, et ça a été confirmé depuis, que c'est seulement les contaminations du 1er trimestre qui peuvent entraîner des soucis. Là, on parle des primo-infections maternelles, mais c'est valable aussi pour, en fait, ce qui est important, c'est le moment de l'infection fœtale, c'est-à-dire qu'une primo-infection maternelle du 1er trimestre, chez lequel on aurait une amniosynthèse à 18 semaines négative et un nouveau-né à la naissance positif, avec du CMV dans les urines, ça veut dire que c'est un fœtus qui s'est infecté entre la 18e semaine et le terme, et donc un fœtus, et donc un nouveau-né pour lequel le pronostic est bon. Il va être considéré comme une infection du 2e trimestre. Donc ça, c'est une situation qui est de plus en plus fréquente depuis qu'on utilise le traitement préventif par le valacyclovir qui effectivement diminue la transmission materno-fœtale
dans les primo-infections du premier trimestre. Et on a des situations avec primo-infection du premier trimestre, amyosynthèse négative, et à la naissance, on fait la recherche de CMV dans les urines, elle est positive. On peut rassurer ces parents-là en disant qu'il n'y a pas de risque d'atteinte ni cérébrale ni de l'oreille interne, mais c'est des enfants qui peuvent avoir une hépatite, une thrombopénie, une choriorétinite. C'est pour ça qu'on fait quand même la recherche et le bilan à la naissance, parce que dans ces cas-là, il peut y avoir besoin d'un traitement qui va permettre à ces enfants de guérir, mais ils n'auront pas de séquelles. Les signes neuroradiologiques, rapidement, je pense qu'on a dû vous en montrer en anténatal, enfin de l'imagerie fœtale en grande quantité. Là, je vous montre de l'imagerie néonatale, voire chez les nourrissons. Donc là, vous avez une forme grave hein, sur une IRM cérébrale avec une atrophie cérébrale qui se manifeste par un élargissement du système ventriculaire associé à un élargissement des espaces péricérébraux avec des anomalies de gyration. Vous voyez que là, on a vraiment un cortex qui est anormal quand on le regarde par rapport à l'autre côté, et associé à des anomalies de la substance blanche, voilà, des zones hypodenses en hyposignal qui sont un peu diffuses. Là, c'est sur un scanner. Et si je vous montre cette image, c'est pour vous rappeler que l'IRM est un mauvais examen pour mettre en évidence les calcifications. Hein, on les voit beaucoup mieux sur les scanners et on peut totalement passer à côté sur une IRM. On les voit mieux aussi sur une échographie que sur une IRM. Donc là, c'est aussi une forme sévère avec un élargissement des espaces péricérébraux, des anomalies de signal de la substance blanche et ces calcifications là sur le bord des ventricules qu'on a des deux côtés. Ces deux enfants-là sont effectivement, bien sûr, des enfants qui ont des séquelles graves. Sur une échographie cérébrale, une ETF néonatale, vous avez ces beaux chandeliers, hein, hyperactionnés des vaisseaux thalamiques, qui sont plus ou moins beaux, plus ou moins marqués. Vous voyez là, on a le kyste du septum lucidum, le troisième ventricule, la corne la frontale latérale du ventricule latéral gauche. Ces images-là ne sont pas du tout inquiétantes. Elles sont absolument pas source de séquelles lorsqu'elles sont isolées. Vous voyez là, le même un chandelier en coupe longitudinale. Alors celui-là est particulièrement beau, ils ne sont pas toujours aussi complets. Des images de kyste sous-épandymère, kyste de germinolyse, kyste de la zone germinative au niveau du plancher du ventricule latéral. Comme je vous l'ai dit, pas de conséquences, en particulier quand ils sont uniques et non associés à d'autres anomalies. Quand on a plusieurs kystes de façon bilatérale et en chapelet, un risque, une prévalence un peu plus élevée des troubles de l'audition. Il ne faut pas confondre, on va passer ma flèche, un kyste sous-épandymère. Si on avait la même image hypoéchogène ici, on ne parlerait pas de kyste sous-épandymère, on parlerait de cavité porencéphalique. Hein, et là, le pronostic n'est pas le même. On peut avoir dans ces pertes de substance au niveau de la substance blanche des conséquences motrices. Une IRM pour vous montrer des anomalies de substance blanche, là, là, périventriculaire, ici, là. Par ailleurs, avec aucune anomalie de cortex, pas d'atrophie corticale, il n'y a pas d'élargissement des espaces péricérébraux, même si les espaces ventriculaires sont peut-être un petit peu larges. Ben, ces anomalies-là n'ont, chez cet enfant-là, pas entraîné de séquelles, ont été de très bons pronostics. Cet enfant a évolué de façon tout à fait normale. Et un contrôle d'IRM à 6 mois plus tard a montré qu'il y avait une disparition de toutes ces images. Vous voyez la même chose, dans longitudinal, on a là une zone en hypersignal de la substance blanche, sans aucune autre anomalie, à aucun autre niveau. Ça aussi n'est pas forcément péjoratif et on peut avoir un développement tout à fait normal avec ces images-là. Une dernière image plus embêtante, je dirais, pour laquelle on a été extrêmement perplexe, hein, c'est une image de kyste des lobes temporaux.
Alors, on a dû vous dire qu'effectivement, les lobes temporaux, c'est une zone de prédilection pour le CMV auquel on va avoir de façon plus spécifique des anomalies de substances blanches. Quand c'est juste un hypersignal, on n'est relativement pas inquiet. Quand on a un kyste, et c'est pas toujours facile de faire la différence entre anomalie de signal et kyste, mais là, bon, c'est évident, évidemment, on craint beaucoup plus la possibilité de séquelles, et en particulier de séquelles comportementales, troubles du comportement, de l'attention, des apprentissages, voire troubles du spectre autistique. Euh, on craint, mais vous voyez, bah, cet enfant-là, typiquement, il a aujourd'hui 5 ans et il va parfaitement bien. Alors, il va parfaitement bien, probablement parce que c'est unilatéral, hein. C'est sûr que si c'était bilatéral, on serait moins à l'aise. Mais si je vous raconte cette histoire et que je vous la montre, c'est pour vous dire que quand même, le pronostic n'est pas toujours si simple à donner. Et s'il y a des situations qui sont clairement blanches, où tout est normal, où l'imagerie est normale, même en anténatal, on a des échographies des IRM fétales normales, on peut être extrêmement rassurant sans pouvoir exclure la possibilité d'atteinte de l'oreille interne, mais on peut être très rassurant sur l'absence de séquelles neurocomportementales. À l'inverse, quand on a des tableaux clairement noirs avec des anomalies de giration, des microcéphalies associées à des anomalies de substances blanches, on peut être clairement péjoratif. Et puis il y a tout un tas de situations intermédiaires où on a une croissance cérébrale normale, pas d'anomalie de giration, et simplement des anomalies de substances blanches, voire avec des kystes temporaux, où le pronostic n'est pas du tout évident. Alors, je vais passer ça. Dernière partie de ce cours, de cet exposé, ce sont les possibilités thérapeutiques face à ces infections congénitales à CMV. Est-ce qu'on peut en attendre? Alors, il y a la prévention de l'infection néonatale par les conseils au groupe à risque, hein. On sait que 90% des nouveau-nés affectés par le CMV sont les enfants d'une femme qui est deuxième part. C'est un deuxième enfant dont l'aîné a moins de 3 ans, est en crèche et a des couches qu'on va changer régulièrement. C'est la population à risque à qui on peut parler du CMV, leur expliquer comment on se contamine et les gestes d'hygiène qui peuvent permettre d'éviter une contamination, même si on est bien conscient que ce sont des précautions qui ne sont pas faciles à suivre au quotidien, tous les jours, pendant plusieurs mois, chez une femme enceinte qui a à la maison un petit bout de chou de 2 ans qui va beaucoup la solliciter. Le dépistage des séroconversions maternelles, effectivement, est un élément important de la prévention parce qu'on sait maintenant qu'un traitement précoce par valacyclovir va diminuer d'un facteur 3 la transmission materno-fétale et le risque d'infection du fœtus et donc du nouveau-né. Troisième élément de prévention, c'est les vaccins. Il n'y en a pas encore de commercialisés, mais il y a des vaccins en particulier utilisant l'ARN messager qui sont en cours de développement. Et il est très probable qu'on arrive à avoir un vaccin dans les prochaines années. Donc, en anténatal, on en a parlé du traitement par valacyclovir qui va, dans un certain nombre de cas, prévenir la contamination du nouveau-né, mais peut avoir aussi une action chez les enfants infectés pour diminuer les conséquences et diminuer le nombre et la gravité des séquelles. On peut aussi utiliser le valganciclovir euh, qu'on va utiliser en tous les cas dans ce qui est fait dans l'équipe Necker. Le valganciclovir n'est utilisé que quand il y a des signes d'atteinte cérébrale à l'échographie. Les immunoglobulines hyperimmunes, on en a parlé, mais voilà, ça n'a pas fait la preuve de son efficacité, ce n'est plus utilisé. Et puis, il y a d'autres antiviraux qui sont en cours d'étude, mais pour l'instant, aucun n'est disponible et d'autorisation de mise sur le marché dans ces indications.
Donc en anténatal, il y a des choses à faire, hein. Je pense qu'on vous l'a déjà dit, des choses préventives et curatives avec le valganciclovir et le valganciclovir. Une fois que l'enfant est né, il y a une seule molécule qu'on utilise, c'est le ganciclovir qui est la forme intraveineuse, surtout le valganciclovir, la forme orale. Donc c'est sous forme d'un sirop qui se donne 2 fois par jour, qui va entraîner une baisse, voire une annulation de la charge virale transitoire, parce qu'on ne se débarrasse pas de ce CMV, et lorsque le traitement est arrêté, on voit réapparaître une réplication virale. Mais le but du traitement va être de mettre au repos cette réplication virale pendant la phase de développement précoce à risque des enfants. Donc, effectivement, plus le traitement est débuté tôt, plus on a une chance d'être efficace. Il y a des effets secondaires à craindre. Ceux qu'on observe le plus fréquemment, c'est la neutropénie. Ça concerne environ 10% des nouveau-nés traités. Dans un certain nombre de cas, ça va obliger à arrêter le traitement. La neutropénie va se corriger toute seule après arrêt du traitement, donc ça n'a pas de séquelles à long terme. La seule conséquence, c'est que ça oblige à faire des contrôles sanguins régulièrement, toutes les semaines, pendant la durée du traitement. Il y a quelques cas de troubles digestifs sans gravité qui ont été rapportés. Les troubles respiratoires sont décrits dans la littérature, moi j'en ai jamais observé. Des effets secondaires plus rares, qui sont les thrombopénies, les anémies, ça existe, et puis les troubles de la fonction hépatique, en particulier avec une cytolyse hépatique. Là aussi, on surveille les azatalates chez les enfants traités, et on peut être amené à interrompre le traitement en cas de cytolyse réelle, avec une augmentation franche et confirmée des enzymes hépatiques. Euh, je passe sur. Si on va lire les effets secondaires potentiels du valganciclovir, est-ce que font parfois les parents? Ils vont voir